C'est l'heure du second débat de ce sens public. C'est un gros plan sur la Cisjordanie que je vous propose il y a 2 semaines. Paris, Berlin, Londres, Rome signaient un communiqué commun pour appeler Israël à faire cesser les violences qui visent les civils palestiniens. Il y a les violences des colons qui sèment la terreur. Il y a le rôle de l'armée. Il y a les questions géopolitiques, l'Europe, les pays arabes. Pourquoi sont-ils relativement passifs? Avant de répondre à ces questions avec nos experts, le récit de ces derniers jours signé Clémentine Louise. Un soldat israélien tire à travers la porte de ce bâtiment. À l'intérieur, des réfugiés palestiniens. Cette scène s'est déroulée ce matin dans la colonie d'Al-Amari, près de Ramallah, en Cisjordanie. Les soldats de Tsahal mènent un raid dans ce camp de réfugiés. Des Palestiniens répondent en leur lançant des pierres. Depuis le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, entré en vigueur le 10 octobre dernier, les raids comme celui-ci se multiplient un peu partout sur le territoire palestinien. Tsahal explique traquer des terroristes. Cela arrive tous les jours, mais cette fois, cela a duré plus longtemps. Provocation et humiliation, telle est leur politique. Ils me disent « levez les mains et écartez les jambes », puis ils frappent et humilient. Des actes de violence sont également commis par des colons israéliens installés illégalement en Cisjordanie. Sur le mois d'octobre, l'ONU recense 264 attaques de colons ayant causé des victimes ou dommages matériels. C'est le bilan mensuel le plus élevé depuis 20 ans. Les meurtres de Palestiniens par les forces de sécurité israéliennes et les colons en Cisjordanie occupée se multiplient sans que personne n'ait à rendre de compte. L'impunité dont bénéficient les forces de sécurité israéliennes, le recours illégal à la force et la violence croissante des colons israéliens doivent cesser. Ces dernières semaines, des colons accompagnés de soldats ont pris pour cible des plantations d'oliviers appartenant à des agriculteurs palestiniens. Le ministère a recensé la destruction de plus de 15 000 oliviers dans le cadre d'une politique systématique visant à déposséder les agriculteurs de leurs terres et à perturber leurs moyens de subsistance. Cela a un impact négatif sur la sécurité alimentaire, la production locale et la stabilité économique. Depuis le 7 octobre 2023, plus d'1 millier de Palestiniens, combattants comme civils, ont été tués. Côté israélien, le bilan fait état de 44 victimes, civiles et soldats confondus. La violence en Cisjordanie au service de la colonisation, c'est le thème de notre débat. J'accueille Damien Simoneau, bonsoir, bienvenue. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'INALCO, spécialiste des politiques de sécurité frontalière en Israël et Palestine, auteur de ce livre « Pourquoi s'emmurer ?» C'est aux éditions Stock. Alexandra Schwarzbrod, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Libération, ancienne correspondante à Jérusalem. Armin Arifi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes grand reporter au Point, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. Et Mickaël Darmon, bonsoir. Enfin, vous êtes resté à mes côtés, Mickaël, éditorialiste pour Sciences Publiques. Et vous publiez ce livre, Les derniers jours d'Yitzhak Rabin, c'est aux éditions Passé composé. On va regarder quelques cartes pour commencer. Je pense que c'est toujours important. La Cisjordanie, c'est déjà beaucoup plus grand que la bande de Gaza. On est à l'est d'Israël. Vous voyez apparaître le territoire de la Cisjordanie avec ses villes principales, Jéricho, Naplouse, Hébron, Jénine, Ramallah. Et puis alors, c'est un territoire qui est fractionné, je vais employer ce terme-là. Vous allez voir une autre carte où on voit les zones. Alors la zone A qui est sous contrôle de l'autorité palestinienne, la zone B c'est mixte et la zone C en rose c'est le contrôle total israélien. Et à tout ça, Damien Simoneau, il faut rajouter les colonies. Alors, les colonies, elles sont un peu partout. En fait, ça pointille le territoire, c'est ça? Oui, on estime qu'il y a à peu près 300 colonies sur l'OCHA, le bureau des Nations Unies pour les territoires occupés. Et ça incorpore également ce qu'on appelle des postes avancés, c'est-à-dire des colonies qui ne sont pas formellement reconnues toutes par l'État israélien. On parle à peu près de 700 000 colons, si on ajoute à peu près 500 000 colons civils israéliens en Cisjordanie, plus les 200 000 à Jérusalem-Est. Donc tout ça fait en effet beaucoup de colonies, surtout dans les zones B et C, avec l'exception d'Hébron, où là vous avez des colonies à l'intérieur même de la ville. Avec Alexandra Schwarzbrod, une attention géopolitique et médiatique qui est quand même centrée sur Gaza depuis des mois, depuis plus d'1 an. Que se passe-t-il notamment depuis janvier en Cisjordanie? Il y a une opération militaire structurée, planifiée? Depuis janvier, il se passe plusieurs opérations simultanées. Il y a d'abord des descentes, des raids de l'armée israélienne sur certaines villes soupçonnées d'abriter des terroristes, comme les appellent les autorités israéliennes, et notamment donc surtout Jenin et Tulkarem. Et donc il y a ces camps de réfugiés ont été vidés de leurs habitants.
Alors certes, il y avait peut-être quelques individus dangereux dans ces camps de réfugiés, dangereux pour les Israéliens, mais il y avait énormément de civils qui ont tous été chassés des camps. Je crois qu'on estime à 40 000 le nombre d'habitants palestiniens qui ont été chassés de ces camps. Ça, c'est une chose, ça c'est l'armée qui fait régulièrement des raids en Cisjordanie. Et parallèlement, vous avez les colons qui, eux, deviennent de plus en plus violents parce qu'ils sont totalement lâchés. Ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Ils sont protégés par l'armée. Et on a vu notamment pendant cette saison-là, cet automne, la saison de récolte des olives, où ils se sont totalement déchaînés. On y reviendra là-dessus, voilà. Notamment sur l'attitude des colons et sur cette période particulière, la récolte des olives. On verra à quel point c'est un enjeu économique pour les Palestiniens. Effectivement, il y a cet argument du gouvernement israélien, pas de refuge pour les terroristes en Cisjordanie. Enfin, les termes employés par la porte-parole, c'est en Judée-Samarie. Écoutez. Il n'y aura aucun refuge pour les terroristes en Judée-Samarie. L'armée israélienne, le Shin Bet, la police israélienne continuent d'agir avec fermeté pour contrer les activités terroristes et traqueront quiconque s'en prend à nos citoyens, à nos soldats et à nos forces de sécurité ou les menace. Armin Arifi, que peut-on dire de cet argument du gouvernement israélien? Est-ce qu'il y a, oui, non, beaucoup de terroristes qui sont en Cisjordanie? Tout dépend de ce que vous appelez par terroriste. C'est quelqu'un qui est capable d'aller poser une bombe dans un bus en Israël. Alors le problème, c'est qu'il y a parmi ces gens en Cisjordanie donc des cellules appartenant à des groupes considérés comme terroristes par Israël et par l'Union européenne, comme le Hamas, comme le djihad islamique, comme les brigades Martyrs al-Aqsa, le groupe armé issu du Fatah. Il y a parmi ces combattants des personnes susceptibles de poser des bombes en Israël, donc de dépasser le mur de séparation. Mais il y a également des combattants armés qui sont là, disent-ils, pour lutter contre l'occupation. Moi-même, pour Le Point, je m'étais rendu sur place en Cisjordanie après le 7 octobre. Malheureusement, on ne pouvait pas se rendre à Gaza. Lorsqu'on discutait avec ces jeunes, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, eux, ce qu'ils disaient, et ça n'a pas d'ailleurs commencé avec le 7 octobre, même avant, avec l'arrivée du gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahu, avec Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, c'était de lutter contre l'occupation. Ils voient autour d'eux l'expansion continue de colonies, et ceci depuis la signature des accords d'Oslo il y a maintenant plus de 30 ans. Et malheureusement, l'autorité palestinienne, qui est censée, dans ces zones A, là où se trouvent les plus grandes villes palestiniennes, assurer la sécurité, assure une sécurité par rapport à la traque vis-à-vis des groupes islamistes, mais surtout assure la coopération sécuritaire. C'est-à-dire qu'il y a de la part de Mahmoud Abbas et de son gouvernement, une coopération sécuritaire avec l'armée israélienne contre les factions palestiniennes armées, mais pas du tout contre les colons israéliens. Sauf que, depuis maintenant à peu près pratiquement 3 ans, on assiste à une expansion des constructions de logements au sein des colonies, et même de l'annonce de nouvelles colonies avec des colons qui sont, comme le disait Mme Schwarzbott, tout permis avec l'aide de l'armée. Oui, alors je reste parce que, bon, il n'est pas question personne ici, je pense, va dire que la violence, que ce soit celle de l'armée, on va voir des images de ce qui s'est passé à Jenin, notamment il y a quelques jours, ou des colons, personne ne va le justifier ici, mais je reste sur la question de la justification par le gouvernement israélien d'une présence terroriste en Cisjordanie. Quand bien même elle existe, il y a un problème de proportionnalité qu'on se pose aussi évidemment et ô combien à Gaza depuis un peu plus d'1 an, Damien Simoneau. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des méthodes qu'on a vues à l'œuvre à Gaza qui sont à l'œuvre de la part de l'armée, là on reparlera des colons plus tard, de la part de l'armée qui sont à l'œuvre en Cisjordanie aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, on a des méthodes qui se basent sur des déploiements forcés, notamment des habitants des camps de réfugiés. Les camps de réfugiés, il faut préciser, ils ont une sociologie particulière, que ce soit à Tal Karem, à Jenin, ce sont également des endroits où il y a eu beaucoup de groupes armés et de recours à la violence par le passé. Après, les méthodes, c'est aussi l'emploi de drones. En arabe, on parle de zanana, pour décrire ce bourdonnement incessant dans lequel qu'on retrouve à Gaza ou également dans ces camps de réfugiés, de frappes aériennes, de bulldozers, mais également de coupures d'eau. Et pour certains, selon B'Tselem, une ONG de documentation des droits humains dans les territoires palestiniens notamment, un assouplissement des règles de tir, comme on l'a vu il y a quelques jours, où des soldats israéliens ont également tiré sur 2 personnes
Hebron, au sud de Naplouse. Donc on a là aussi des méthodes qui paraissent quand même se rapprocher assez de ce qui s'est passé à Gaza. Personne ne justifiera la violence, je pense, sur ce plateau, bien sûr, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne. Mais il faut bien voir la situation en Cisjordanie, où la violence exercée par l'armée et les colons est extrême, Alors certes, il y a en effet des cellules qui essayent de préparer des attentats, et ça, je pense que l'armée, en effet, essaye de les traquer, mais il faut bien voir qu'ils prennent un pilon pour... Oui, c'est la proportionnalité. Voilà, et surtout les civils sont totalement empêchés de vivre. Enfin, il y a une intention parallèlement à l'envie de débusquer des cellules terroristes, ça c'est une chose, mais il y a aussi tout un projet idéologique qui est de récupérer et d'occuper la Cisjordanie, que ce soit pas officiellement, puisque Donald Trump a exigé qu'il n'y ait pas d'annexion de la Cisjordanie, mais officieusement, de facto, ils sont en train de chasser les Palestiniens de la Cisjordanie et de leur enlever tout moyen de subsistance. Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a, déjà, l'autorité palestinienne, donc de Mahmoud Abbas, notamment, dont est la principale composante est le Fatah, donc parti laïque, le principal parti de l'OLP, a officiellement renoncé à la lutte armée à la faveur des accords d'Oslo. Or, 30 ans plus tard, alors on peut rejeter la faute sur l'un ou l'autre des deux partenaires et des deux parties, force est de constater que l'abandon de cette lutte armée, je ne suis pas du tout en train de la justifier, bien entendu, mais l'abandon de cette lutte armée a servi la droite israélienne, voire l'extrême droite, aujourd'hui au pouvoir, qui n'a jamais on va dire, engrangé autant de terres. Donc quand on discute avec ces jeunes, ce qu'ils nous disent, c'est que qu'est-ce que nous a apporté l'autorité palestinienne? On en parle beaucoup aujourd'hui de l'autorité palestinienne car il faut qu'elle se réforme, parce qu'il y a des problèmes de corruption. On a un Mahmoud Abbas qui est bientôt octogénaire, bientôt nonagénaire. Mais dans les faits, l'autorité palestinienne, dans les territoires palestiniens, notamment en Cisjordanie, est vue comme une entité qui collabore avec l'occupant. Et Israël, en Cisjordanie, est quand même un pouvoir d'occupation qui contrôle de facto la totalité de ce territoire. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le Premier ministre Netanyahou lui-même, il y a à peine 48 heures, a annoncé qu'un seul pouvoir souverain contrôlait la sécurité de la mer Méditerranée jusqu'à la rivière du Jourdain, c'était l'État d'Israël. Et ça ne va pas changer. Au contraire, avec le gouvernement israélien actuel, on va de plus en plus vers un déplacement forcé, voire une volonté de chasser les Palestiniens. Alors, on va l'évoquer et on va parler maintenant du rôle des colons. Alors, je vous propose d'abord d'écouter la ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni. Alors, c'était il y a 2 semaines, je crois, Londres, Paris, Berlin, Rome, qui signaient un communiqué commun pour appeler Israël à faire cesser les violences qui visent les civils palestiniens. On écoute Yvette Cooper. La construction de colonies illégales continue. Nous avons assisté à de nouveaux incidents révoltants de violence de colons pendant la récolte des olives. Et bien que je salue l'expression de la préoccupation du président israélien Herzog, la réponse des autorités israéliennes reste totalement insuffisante sur le plan pratique et juridique. Alors, vous avez commencé à nous le raconter tout à l'heure, Alexandra Schwarzbrod. Cette récolte des olives, c'était quand que s'est-il passé ? Je crois que ça commence, la récolte des olives, elle commence en général vers la mi-octobre, début mi-octobre. Ça dure à peu près 1 mois. Et là, il s'est passé en 1 mois, il y a eu autant d'attaques qu'en 1 an d'ordinaire. Parce que là, il y a eu un déchaînement total des colons qui font irruption dans les champs, qui arrachent les oliviers. On a vu, et même parfois avec des bulldozers, avec la protection de l'armée, on a vu des bulldozers déraciner des oliviers multicentenaires, qui sont parfois le seul moyen de subsistance des Palestiniens. Et ça, c'est uniquement pour les pousser à partir. Et donc, c'est un moyen de terreur. C'est une forme de moyen de terreur. Et si vous voulez, le problème, c'est que les colons, leur chef est au gouvernement. Ils ont un ministre qui est un des 2 principaux conseillers les plus proches de Netanyahou. Donc, ils font absolument ce qu'ils veulent. Et Bezalel Smotrich, qui est le ministre des Finances, justement, ministre d'extrême droite, l'a dit
texto, il n'y a pas longtemps. Il n'y aura pas d'État palestinien et nous le prouverons non seulement par des mots, mais par des actes. Et ça contribue, tous ces actes-là contribuent à détruire l'idée à réoccuper la Cisjordanie. Avec effectivement quelques chiffres sur les Palestiniens d'abord qui peuplent cette Cisjordanie, 3 400 000 personnes, au moins 900 000 réfugiés enregistrés. Et puis à propos des colons israéliens, vous nous donniez tout à l'heure ce chiffre de 700 000 colons. On parle de plus de 156 colonies, plus de 250 avant-postes. Michaël, je me tourne vers vous parce que effectivement, depuis le début de ce débat, on se dit pourquoi les colons peuvent-ils faire ce qu'ils veulent? Pourquoi le gouvernement israélien les laisse faire? Vous dites la réponse, c'est il faut remonter aux sources du roman national d'Israël à partir de la guerre de 1967. Oui, cette guerre des 6 jours qui a été au fond une sorte de retour vers le futur. Hein. Cette victoire éclair d'Israël contre les pays arabes a fait l'effet d'un flash, d'un shoot, on pourrait dire, sur les partisans du Grand Israël et sur les fervents de l'Israël biblique, avec une conséquence, à ce moment-là, une vague de fierté nationale déferle sur Israël, bien au-delà d'ailleurs du monde religieux, avec une conséquence aussi, les fondamentalistes du sionisme, s'installent sur une sorte de baril de poudre dans ces territoires occupés par Israël, que eux considèrent comme étant libérés au nom de Dieu. Un mouvement nationaliste prend l'ascendant, il s'appelle le Bloc de la foi, et il va capter le récit national, qui était alors détenu par le monde des kibboutz. Il va même capter leur mode vestimentaire, leur code, leur manière de fonctionner, et tout cela devant un pouvoir travailliste sidéré, un peu dans l'embarras, parce que quelque part, ils sont un peu dans une forme d'admiration devant ces pionniers qui viennent récupérer cet Israël biblique qui était sous contrôle à l'époque jordanien, et ça remet en cause fortement à ce moment-là le modèle de l'Israélien sabra, déjudaïsé, laïque, et ils viennent avec un nouveau roman, une autre énergie. Un dirigeant comme Rabin, sur lequel vous venez d'écrire ce livre, opposé aux colons, il a d'ailleurs même payé le prix de sa vie, a tenté beaucoup de s'y opposer, mais il n'a pas pu vraiment aller jusqu'au bout. Le président Herzog qu'on vient d'évoquer aussi est un travailliste très contre cette démarche et appelle justement à pouvoir combattre ce mouvement. Alors il y a eu un levier économique, c'est ça, les gouvernements de droite? Oui, parce que les gouvernements du Likoud ensuite ont incité fortement les Israéliens qui voulaient bénéficier de logements plus vastes et dans d'autres conditions de vie en sortant des villes, à avoir des incitations fiscales, à avoir des très grosses subventions sur l'électricité, sur l'eau. Et ce qui fait qu'une classe moyenne, même parfois pas très idéologisée, est allée peupler des très grandes villes comme Ariel, par exemple, qui est un grand centre urbain et qui est très différent des postes avancés très idéologiques et très violents que l'on voit, parce que par ailleurs, effectivement, ça a permis aux plus virulents, aux plus violents de pouvoir se développer. On se souvient, donc il y avait un réseau d'ailleurs d'extrémistes, terroristes extrémistes juifs qui avaient programmé de faire sauter la mosquée donc à Al-Aqsa, et en 1994, un militant du mouvement Kahana a abattu une trentaine de fidèles musulmans au tombeau d'Abraham. Et alors, on l'a dit, aujourd'hui, ce groupe ou cette force politique d'extrême droite ultra-nationaliste, elle semble intouchable. Alors, vous savez, il est bien loin le temps en 2007 où le très droitier Sharon, qui se voyait à l'époque comme le De Gaulle israélien, avait réussi à évacuer manu militari avec l'armée israélienne les 4 000 ou 5 000 colons donc, israéliens de Gaza. En Cisjordanie, à l'époque des accords d'Oslo, ils étaient environ 200 000. Il y avait des possibilités de pouvoir envisager également des déplacements. Il y a eu, et Mahmoud Abbas aussi, effectivement, qui coopère avec maintenant les forces israéliennes et qui est beaucoup plus faible. Il pâtit également du fait qu'avec Barak et Arafat, ça a failli arriver à un accord en 2000, notamment dans les accords de Camp David, mais ça a échoué au dernier moment. De ce point de vue-là, on assiste depuis toutes les années du Likoud, de la droite au pouvoir, à ce grand remplacement du sionisme socialiste humaniste par un sionisme fondamentaliste et messianique, et avec aussi un autre fait accompli, que ces routes et que ces enclaves et ces enfermements installent, et qui est aussi accepté par une partie de la communauté internationale, c'est qu'au fond, la conception d'un État palestinien se déplace de la Cisjordanie vers Gaza. Et avec des promesses et des menaces permanentes de l'État et du gouvernement actuel israélien d'annexer les territoires de la Cisjordanie. Mais pour l'instant, il s'agit plus d'une posture que de réelles intentions. Alors oui, est-ce que c'est une
posture idéologique ou un projet effectif de finalement expulser tous les Palestiniens de Cisjordanie. On peut en débattre de ça. Vous évoquiez tout à l'heure les mots de Judée et Samarie. Oui. Il faut préciser que justement la Judée et Samarie, c'est les termes qui sont utilisés par les colons. C'est ce que nous on appelle la Cisjordanie. C'est ce qui effectivement remet la Cisjordanie complètement sous contrôle israélien, c'est ça, hein? Ah non, mais c'est les termes bibliques. Judée, Samarie, vous parlez de Cisjordanie devant des colons, ils refusent. Ils refusent. Pour eux, c'est la Judée, Samarie. C'est une façon de se réapproprier les termes bibliques. Et je voulais juste rajouter une petite chose. Shimon Peres, qui a eu le prix Nobel de la paix, que l'on considère partout comme un homme de paix, c'est un de ceux qui a lancé la colonisation, en tout cas qui ne s'y est pas qui a permis. Absolument. Et en fait, c'est sous Shimon Peres que la colonisation des territoires palestiniens. Armin Arifi, ensuite je reviens vers c'est pour ça que résumer, même si c'est pas ce qu'on fait, mais penser que la question de la Cisjordanie, la menace pesant sur la Cisjordanie date du nouveau gouvernement extrémiste israélien serait une erreur. La question, par exemple, de la Judée-Samarie, c'est un terme évoqué en fait par l'ensemble de la classe politique israélienne, même le président Herzog, pourtant travailliste, il y a maintenant quelques mois, parlait de la Judée-Samarie comme, on va dire, le fer de lance de la résistance israélienne, justement le bloc de sécurité face aux Palestiniens. Et le problème aujourd'hui, c'est que on ne voit aucun homme politique israélien prêt à évoquer ne serait-ce que le début d'un retrait des colons qui ne sont pas 3 ou 4 000 comme à l'époque du retrait unilatéral israélien de Gaza, mais 500 000 rien qu'en Cisjordanie. Ce serait 500 000 en Cisjordanie, 200 000 à Jérusalem. Voilà. Et donc aujourd'hui, le projet en cours, c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est de rendre la vie impossible aux Palestiniens pour, in fine, les contraindre à partir en Jordanie. Alors justement, on va parler un peu plus en détail des méthodes des colons. Je vous propose un témoignage d'un Palestinien qui a préféré fuir, il nous raconte. Un colon est venu s'installer au sommet de la colline près de chez moi, surplombant directement ma maison. Il criait toute la nuit, lançait des pierres et traversait au milieu des maisons. C'était des harcèlements que personne ne pouvait supporter. Il ne nous permettait pas de dormir la nuit, ni de nous déplacer librement pendant la journée. Nous étions obligés de faire la garde jour et nuit, et comme il n'y avait que mon frère et moi, nous ne pouvions pas rester éveillés à la fois le jour et la nuit. Je suis parti parce que je craignais pour mes enfants à cause des colons. Je ne suis pas parti par choix. Damien Simoneau, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des groupes de colons assez différents? C'est-à-dire ceux qui sont peut-être venus effectivement attirés par des promesses économiques, puis alors d'autres qui sont beaucoup plus radicaux? Oui, je pense qu'il faut vraiment déconstruire cette définition de colon. Vous l'avez rappelé, en effet, la majorité des gens viennent pour des raisons fiscales, sont généralement sécularisés. Mais vous avez aussi, à l'autre extrême, des groupes extrêmement violents. On parle notamment des jeunes sur les collines, qui dès les années 90... Ça, c'est le nom du groupe, ça, les jeunes sur les collines. Ce sont des mouvements qui, notamment, ont un rapport à la violence et à la vengeance, qui est parfois alimenté aussi par des conceptions religieuses. Et puis, entre-temps, vous avez aussi, les colons, c'est aussi des mouvements. Ce sont des groupes d'intérêt. On en a beaucoup parlé à Gaza. Narala, Regavim, qui sont là aussi pour proposer des plans d'annexation ou des plans de colonisation plus forts. Et c'est là où ces groupes d'intérêt-là sont en lien avec les partis sionistes religieux et forces juives qui sont au gouvernement aujourd'hui en Israël. Et d'ailleurs, Bezalel Smotrich, qui est un de leurs fers de lance, de leurs représentants, qui habite lui-même dans les colonies. Donc le ministre des Finances, dont on voyait la photo tout à l'heure, a été très fier de présenter en août dernier le plan de construction d'une des plus grandes colonies qui s'appelle E1, Iwan en anglais, qui viserait justement à casser la continuité territoriale de la Cisjordanie en reliant Jérusalem à la mer Morte. Et ça a été donc décidé en août dernier. De plus, autre chose, au moment où Bezalel Smotrich est rentré dans la coalition gouvernementale de Benyamin Netanyahou, donc à la fin 2022, début 2023, il a négocié dans son portefeuille du ministère des Finances le fait d'avoir un organe qui s'appelle l'administration des colonies, et qu'il a donné à un autre colon qui s'appelle Hillel Roth, qui chapeaute la construction des colonies en zone C. Certaines ONG, juridiques notamment israéliennes et palestiniennes également, estiment qu'il s'agit d'une annexion des jure, parce que la gestion des territoires palestiniens n'est plus dans la main uniquement des militaires, elle est tombée discrètement par cet arrangement bureaucratique
dans la main des autorités civiles. Ça veut dire que les colons dictent des ordres militaires? Ça veut dire que Bezalel Smotrich a davantage la main pour justement influencer ce qui peut se passer dans les zones C. Il y a eu le documentaire qui a été oscarisé, No Other Land, qui décrit ce qui se passe dans le sud d'Hébron, hein, vers Massaferiata, qui décrit très bien ça. Ces zones-là qui sont parfois... Donc la zone C, on revoit la carte, c'est celle qui est officiellement sous contrôle israélien. Hein, voilà. ça. Et donc qui est encore occupée au regard du droit international, mais sous contrôle de l'armée israélienne. Il y a des zones de tir, par exemple, d'entraînement. Et bien là, Bezalel Smotrich va pouvoir davantage faire pression sur l'armée pour pousser éventuellement la colonisation. Quand on revoit cette carte à Armin Arifi, on se dit que la solution à deux États qui est encore brandie par notamment Emmanuel Macron ou d'autres chefs d'État occidentaux, elle est quoi? Elle est illusoire? Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, vous avez vous-même répondu, c'est une chimère. D'ailleurs, quand on parle sur place aux Palestiniens, ils nous rient au nez quand on parle de solution à deux États, étant donné que eux, leur quotidien, y compris dans les villes palestiniennes, c'est de vivre sous occupation et sous un régime juridique différent. C'est-à-dire que les Palestiniens sont soumis à la loi militaire israélienne, alors que les colons israéliens vivant dans les colonies en Cisjordanie occupées sont, eux, soumis à la loi civile. D'ailleurs, ce que la Cour internationale de justice a statué dans un avis consultatif de juillet 2024 comme étant un régime d'apartheid. Voilà pourquoi, aujourd'hui, un nombre grandissant de Palestiniens, notamment au sein de la jeunesse, se battent aujourd'hui, non pas pour avoir un État palestinien dont ils voient aujourd'hui, et c'est ça qui se joue en ce moment, ils ne verront pas la couleur, mais pour avoir les mêmes droits que les Israéliens. Et c'est bien là le problème, parce que, comme vous disiez, on parle beaucoup d'État palestinien, c'est aussi nos relations vis-à-vis d'Israël, donc nous, Français, vis-à-vis d'Israël et l'autorité palestinienne, sont régis par les accords d'Oslo, mais qu'arrivera-t-il le jour où on sortira définitivement et que Israël annexera officiellement la bande de Gaza, la Cisjordanie, alors que d'ailleurs, comme vous l'avez dit, celle-ci est déjà annexée de facto, voire de jure. Il nous reste un quart d'heure. On va revenir à l'action de l'armée avec ces images de deux Palestiniens tués par des soldats à Jenin. Et puis il y aura la question de la presse, de la liberté de la presse et du travail des journalistes. Juste très intéressant ce qui vient d'être dit, parce que c'est vrai que la bataille pour les droits, c'est une consigne qui part du Vatican. Depuis maintenant 2 ans environ. Il a été, j'avais eu l'occasion effectivement lors d'une précédente enquête sur les relations entre Israël et le Vatican, d'avoir cette information au plus près, donc à l'époque du pape François, qui disait qu'effectivement c'était maintenant totalement irréaliste du point de vue de la situation sur le terrain, et que la nouvelle bataille qu'il fallait mener n'était pas tant celle du territoire, mais celle des droits à l'intérieur d'une entité, ce qui pose évidemment d'autres sujets. Et c'est vrai que par rapport à la communauté internationale, on peut aussi pointer le fait qu'il y a évidemment toutes les critiques et toute cette situation qui est évidemment injustifiable, mais il y a aussi une difficulté de la part en particulier des mouvements de la gauche européenne et française à encourager ceux qui luttent et ceux qui critiquent, et les Israéliens de gauche qui se sentent bien souvent abandonnés, parce qu'au fond, personne ne vient les aider ou personne ne vient justement les soutenir dans leur combat contre cette situation. Alors, je voudrais qu'on parle du rôle de l'armée et des accusations. On va revoir cette vidéo que vous avez peut-être vue. Elle est certaines images sont très choquantes. Je préfère prévenir éventuellement nos téléspectateurs. On est fin novembre. On y voit 2 hommes qui lèvent les bras en l'air. On a isolé l'image, vous allez la voir, qui semble se rendre devant des membres des forces israéliennes à Jenin. Voilà ces images, je vais vous laisser les regarder. Voilà, des soldats qui ouvrent le feu. On va voir ensuite ces soldats déplacer les corps. Alors l'armée israélienne, elle parle d'un incident qu'elle dit examiner. L'autorité palestinienne a annoncé la mort de 2 hommes, 26, 37 ans, par ces tirs israéliens à Jenin. Alexandra Sfardowad, est-ce qu'il y a une forme d'impunité pour les militaires israéliens, ou est-ce que Israël, qui est encore, on peut l'espérer, une démocratie, peut juger de tels actes ? Je ne sais pas si j'arriverai à utiliser ce mot, parce que c'est compliqué. Quand on voit ça, c'est compliqué. Ce sont des militaires, là. Ce ne sont pas des colons débridés. Ce sont des militaires. Et malheureusement, je pense que des actes comme ça, ils se produisent, peut-être pas tous les jours, mais presque. Ils se produisent régulièrement, à l'abri des caméras. Là, on a eu la chance, entre guillemets, qu'un journaliste de l'AFP soit là et le réflexe, le courage de filmer ça sans trembler.
parler et de pouvoir le transmettre. Mais des choses comme ça, il s'en passe régulièrement en Cisjordanie et personne n'en parle. Il n'y a aucun cas d'enquête ou de... Mais quasiment pas, jamais. Moi, j'ai assisté à plein de quand j'étais là-bas une fois, j'ai vu un journaliste qui était visé par un soldat. Israël dit qu'ils ouvrent une enquête, mais ça n'aboutit jamais. On a vu, la seule fois où ça a un tout petit peu abouti, c'est cette journaliste américano-palestinienne, souvenez-vous, qui a été tuée d'une balle dans la tête. L'armée a d'abord, alors, toujours pareil, hein, l'armée d'abord dément, dit que ce n'est pas elle, et puis là, elle a eu heureusement, elle était aussi américaine, donc les Américains n'ont pas lâché l'affaire. L'enquête a abouti et a conclu qu'en effet, c'était un tir israélien qui avait... Et il y a eu d'autres... Oui, mais c'était il y a peut-être quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des enquêtes? C'est assez rare. Non, mais en général, c'est... Les enquêtes sont ouvertes. Après, on va voir... En général, elles sont... D'après les ONG israéliennes, quand même, dont B'Tselem, qui fait un travail remarquable, elles sont rarement suivies de fait. Les enquêtes sont ouvertes, mais il n'y a pas de décisions qui sont prises. Et aujourd'hui, quand on a, notamment après cette exécution sommaire, le ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben-Gvir, lui aussi, donc suprémaciste, colon, qui vient féliciter les auteurs de ces exécutions sommaires, ça veut tout dire de cette impunité aujourd'hui qui a lieu. Et dernière chose, quand on discute encore avec ces membres d'ONG, notamment israéliens spécialistes de la colonisation, il y a quelque chose de très intéressant qui est dit, c'est que ça fait quand même des décennies que ce qu'on appelle comme des colons incontrôlables, vivant dans des avant-postes, des colonies sauvages, sont souvent considérés par ces ONG comme étant la pointe de l'épée. L'épée de qui? Du gouvernement israélien, qu'il soit d'ailleurs d'extrême droite ou de gauche, qui avance bon gré et mal gré vers un projet qui est un projet de contrôle total et de peuplement de la Cisjordanie. Le problème étant que la Cisjordanie, si elle est annexée, qu'adviendra-t-il des Palestiniens? Est-ce qu'ils vont rester comme des citoyens de seconde zone, voire pire? On sait bien qu'elle ne sera pas annexée, en fait. Ce sont des postures politiques qui sont à chaque fois devant lesquelles le gouvernement israélien recule parce que les Américains vont empêcher de le faire. Voilà, donc le problème, c'est que la perpétuation... Michael, c'est une posture idéologique de l'extrême droite. Oui, et actuellement au pouvoir, sachant qu'il y aura bientôt des élections. Hein, donc on ne parle pas d'un gouvernement éternel. Vous ne croyez pas que ce projet puisse aboutir? Je ne crois pas, non, parce que d'abord il y aura des élections. Bah oui, mais malheureusement, j'ai peur que Netanyahou remporte les élections. Mais je pense que ce gouvernement d'extrême droite qui fait énormément de mal et de tort, ça effectivement... au sens même de cette démocratie israélienne, qui la mine de l'intérieur, il n'aura pas vocation à durer. Ah, ça c'est ce que vous pensez. Vous dites que Netanyahou peut de nouveau gagner les élections? Non seulement, enfin, je pense que, Netanyahou peut gagner les élections, parce que je pense que quelque part, il rassure les Israéliens. Il s'est mis dans une posture où il s'est mis dans une posture de rempart face à l'Iran. L'Iran terrifie les Israéliens. Et donc, lui, s'est mis dans cette posture-là de seul rempart. Et ça, c'est une chose. Deuxième chose, imaginons qu'il perde les élections. Ce qui serait souhaitable pour le pays et pour les Palestiniens, pour Israël et pour les Palestiniens. Imaginons qu'ils perdent. Que faites-vous? Tous ces soutiens, ils seront toujours là. Tous ces colons fous, ils seront toujours là. Et malheureusement, il y a maintenant quasiment plus de 50% des Israéliens qui sont en soutien de ces gens-là que l'on vient de décrire. Je veux bien vous entendre là-dessus, Damien Simoneau, parce que vous parliez de la gauche israélienne. Est-ce qu'elle pèse encore? Est-ce qu'elle se fait encore entendre, quoi? Je voulais juste rajouter un élément sur les sionistes religieux. Une des stratégies des sionistes religieux, notamment depuis le désengagement de Gaza, il y a une vraie revanche sur l'idée de davantage investir les institutions de l'État. Qu'elles soient au niveau école, au niveau de l'armée. D'accord, mais je voudrais pas non plus... ou alors je me trompe, mais c'est pas toute la population israélienne aujourd'hui. Enfin, il y a encore des Israéliens qui sont opposés à la politique de Netanyahou. Je vous redonnerai la parole, Armin. Non, tout à fait. Il va y avoir des élections, en effet. Ce sera un affrontement très fort, aussi sur la personne même, en effet, de Benyamin Netanyahou, qui essaye de faire passer aussi ces différents procès en corruption par pertes et profits. Mais en tout cas, les forces politiques sont là. Et moi, ce que je veux juste dire là-dedans, c'est que les forces du sionisme religieux, aujourd'hui, ont quand même pris de l'ascendance. On est d'accord. Où il y a 20 ans. Rapidement, Armin Arifi, ensuite on parle des journalistes et du travail de la presse en Cisjordanie. Oui, ce que je voulais dire, c'est que même s'il y a un autre Premier ministre à l'issue des prochaines élections, je ne vois pas aujourd'hui
aucun homme politique israélien avoir le courage de suspendre, ne serait-ce que de suspendre la colonisation. Et je ne parle même pas d'une séparation. Il y en a un seul, c'est Yair Golan, le général héros du 7 octobre, à la retraite, à la tête du parti Les Démocrates. Mais qu'est-ce qui pèse aujourd'hui? Que pèse-t-il en Israël? C'est ça le problème. Pas grand-chose, pas grand-chose. D'autant plus que quand on entend Netanyahou qui nous parle justement de l'État palestinien, il y a deux choses qu'il ne veut pas, Netanyahou. Bon, au-delà de son procès, c'est pas de Hamas à Gaza, ni d'ailleurs d'autorité palestinienne, mais il ne veut pas entendre parler d'État palestinien. Et quand il s'en justifie, il dit « je ne veux pas justement de Hamasland, de Fatahland, de nouveau 7 octobre ». Donc il joue sur la peur, le traumatisme encore vivace de la société israélienne. Il n'est pas éternel. Aujourd'hui, qui n'est pas éternel, mais aujourd'hui, ils sont encore dedans. Et aujourd'hui, je pense qu'une minorité d'Israéliens souhaite un État palestinien. Et le problème, c'est que l'absence de solution à ce conflit fait le jeu des extrémistes, notamment l'Iran, qui a investi d'ailleurs les groupes palestiniens, notamment le djihad islamique. Comme promis, le travail de la presse, pas parce qu'on est nombriliste, mais parce que c'est un pilier de la démocratie et d'évaluer sa capacité, la capacité de nos confrères à travailler ou pas, c'est très important. On en parle tout de suite avec Alexandre Poussard. Bonsoir Alexandre, on va déjà se concentrer sur Gaza, parce qu'on parlera de la Cisjordanie juste après, mais c'est évidemment très très difficile pour les journalistes de faire leur métier dans les territoires palestiniens, notamment à Gaza. Ah oui, les journalistes étrangers n'ont pas eu accès à la bande de Gaza pendant ces 2 années de guerre entre l'armée israélienne et le Hamas. Et quant aux journalistes palestiniens présents sur place, qui ont essayé tant bien que mal de faire leur travail, eh bien, ils ont été en grave danger. Sur les 67 journalistes tués en 2025 dans le monde, 43% l'ont été par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, selon le récent rapport de Reporters sans frontières. D'ailleurs, on voit sur ces images les funérailles la semaine dernière d'un journaliste palestinien, Mahmoud Essam Wadi, tué dans une frappe israélienne dans le sud de la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre, 220 journalistes ont été tués sous les bombes israéliennes, dont 65 ciblés par Tsahal en raison de leur profession ou pendant leur travail. Israël est aussi le 2e pays après la Russie qui emprisonne le plus de journalistes, 20 journalistes palestiniens emprisonnés en 2025 et qui s'ajoutent aux 16 journalistes arrêtés à Gaza et en Cisjordanie ces 2 dernières années. Alors justement, en Cisjordanie, les journalistes sont également menacés. Eh bien, rien que sur le mois de novembre, les colons israéliens ont commis 22 attaques de journalistes selon le rapport du syndicat des journalistes palestiniens. Cela va de l'agression physique à la confiscation d'équipements ou encore à l'effacement forcé des contenus enregistrés. Et puis les journalistes en Cisjordanie subissent aussi la pression des autorités israéliennes. Écoutez un responsable de Reporters sans frontières. Les journalistes sont déjà exposés à toutes les violations, à tout ce règne de l'arbitraire qui est imposé à tous les citoyens palestiniens de Cisjordanie et qui n'épargne pas les journalistes. Au contraire, les journalistes sont d'autant plus ciblés parce qu'ils sont journalistes, notamment par des emprisonnements arbitraires ou des procédures infondées, les accusant notamment d'incitation au terrorisme. Et ces journalistes arrêtés en Cisjordanie, ils dénoncent leurs conditions d'emprisonnement, leur traitement en prison. Les Reporters sans frontières relèvent des cas de torture de journalistes dans les cellules israéliennes. On a relevé une hausse importante des incarcérations de journalistes en Cisjordanie et certains d'entre eux à qui on a pu parler, qui sont sortis de prison et qui ont été incarcérés après le 7 octobre. Ceux-là ont décrit des actes de torture dont, selon leur dire, ils ne se remettront jamais. Et qui ont dépassé encore la cruauté qui était pratiquée dans ces prisons israéliennes contre les Palestiniens avant le 7 octobre. Et notez que le SNJ, un syndicat de journalistes français, et la Fédération internationale des journalistes ont porté plainte contre Israël pour entrave à la liberté d'exercer le journalisme. Selon l'avocate qui a rédigé la plainte, il s'agit de dénoncer une entrave concertée, parfois violente, empêchant les journalistes français de travailler dans les territoires palestiniens et portant atteinte à la liberté de la presse, des faits qui peuvent constituer un crime de guerre selon les plaignants. Merci beaucoup Alexandre. Alexandra Schwarzbrod, si on se concentre un peu sur les journalistes occidentaux, notamment français, est-ce que c'est particulièrement compliqué de travailler en Cisjordanie, puisqu'on parle de la Cisjordanie dans ce débat ?
En Cisjordanie, oui, c'est compliqué parce que vous devez, vous êtes sujet à n'importe quel moment, vous pouvez être la cible à n'importe quel moment d'un colon furieux. Si vous allez, parce que vous avez vu quand on regarde la carte, il y a des colonies partout, donc il y a des checkpoints partout, parce qu'il faut bien voir ce que c'est qu'une colonie. Une colonie, c'est pas seulement une colonie au sommet d'une colline. Il faut une route, il faut des soldats pour protéger les colons. Donc vous êtes en danger partout. Et on voit bien qu'il y a une volonté délibérée de l'armée israélienne d'avoir le moins de témoins, de ne pas avoir de témoins. C'est ça, pas de témoins. Et ce qui s'est passé à Gaza et le montre bien. C'est-à-dire que les journalistes étaient sciemment ciblés parce qu'ils ne voulaient pas de témoins. En Cisjordanie, c'est pareil. Et plus ça va devenir violent, plus ça va être dangereux pour les journalistes d'aller se balader là-bas, d'aller essayer d'interviewer un colon, d'interroger un colon, d'aller voir la progression d'une colonie, parce qu'ils savent bien que c'est pour le raconter à l'extérieur, et ça, ils ne le veulent pas. Oui, on voit bien les effets des images ça peut être dévastateur de l'armée, ça peut être dévastateur. La différence, en plus, étant qu'en Cisjordanie, l'argumentaire, ce sont des journalistes du Hamas, ne tient pas. Si tant est qu'ils puissent tenir à Gaza, où certes, avant le 7 octobre, le Hamas contrôlait les entrées et les sorties avec l'armée israélienne, mais cela ne fait pas, bien évidemment, que les fixeurs avec lesquels on peut travailler devaient, une fois que le journaliste occidental était parti, rendre des comptes, mais ça ne fait pas non plus d'agents du Hamas. En Cisjordanie, le Hamas, encore une fois, il y a des cellules du Hamas. En revanche, c'est en tout cas sur le papier, un territoire où il est facile de se rendre. Le problème étant que sur place, notamment depuis le 7 octobre, on a une multiplication des checkpoints de l'armée. Il est extrêmement difficile de se rendre d'un point A à un point B qui peut, en temps normal, nous prendre 10 minutes et qui, là, en raison des checkpoints, nous prend des heures et des heures. Donc ça devient extrêmement compliqué. Le but étant, là aussi, le même, à savoir faire le moins de témoins possible d'une réalité qui est quand même assez injustifiable, même si en parallèle, et dernière chose, il ne faut pas oublier, on parle de la situation, mais aujourd'hui, pour Israël, il n'y a aucune raison d'arrêter. C'est-à-dire qu'Israël est la seule puissance de la mer jusqu'au Jourdain, et il a, en tout cas d'un point de vue idéologique, n'a aucun intérêt à freiner même ses velléités d'avancer en Cisjordanie. Et on le voit en Cisjordanie, on le voit aussi dans beaucoup d'autres pays où Israël pourrait en profiter, par exemple, de sa supériorité en Syrie pour peut-être forcer un accord de paix. Il ne le fait pas. Au Liban, en violant quotidiennement le cessez-le-feu. Et on a aujourd'hui un gouvernement qui préfère avancer ses intérêts, y compris dans le chaos, plutôt que de tabler sur des victoires stratégiques. Dieu sait qu'il en a les moyens. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler les titres de vos livres. Damien Simoneau, Pourquoi s'emmurer, livre publié aux éditions Stock. Mickaël Darmon, je rappelle que vous venez de publier Les derniers jours d'Yitzhak Rabin aux éditions Passé Composé. Alexandra Schwarzbord, on vous lit dans Libération. Et Armin Arifi dans les colonnes du Point. Merci encore d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à demain pour un nouveau Sens Public. Rendez-vous 18h, 22h. Vous pouvez retrouver nos débats sur publicsena.fr, nous réécouter en podcast et notez que Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes, désormais officiellement candidate du parti à la présidentielle, candidate à la primaire de la gauche pour l'élection présidentielle, elle sera l'invitée d'Oriane Mancini demain matin. Belle soirée.